Ce Sales Talk va être animé par notre directeur du pôle vente d'une part et de la Sales Academy, Sylvain Fantoni, que vous connaissez bien. Cher Sylvain, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter notre invité, que je remercie très chaleureusement, qui est bien connu aussi de nos juridiciens. Le concept pour vous, jeunes gens et les invités, c'est qu'on va dérouler la conversation, mais vous pouvez à tout moment dans le chat poser votre question et je me permettrai de la relayer ou vous pourrez même la poser directement à notre invité et à nos experts avec Sylvain également. Sylvain, je te cède la parole et messieurs, bonne émission. Merci Arwan et bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors non, je ne vais pas présenter Harry, je vais laisser Harry se présenter. Donc vous avez compris l'idée, c'est de parler d'une thématique que l'on entend de plus en plus dans l'écosystème B2B, particulièrement dans l'écosystème IT et digital, qui est le Sales Playbook. Et Harry est justement un expert de ce sujet. Donc Harry, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton parcours, et puis Yuzu Corp et ce que vous faites chez Yuzu? Merci Sylvain, déjà merci de votre invitation et puis enchanté de vous retrouver tous pour ce premier Sales Talk by Eurydice. En l'occurrence, donc je suis Harry Marteau, je suis un des fondateurs de la société Yuzu Corp. Yuzu Corp, c'est une société qui a la croisée des chemins entre les métiers de conseil, les métiers d'intégration et de support dédiés uniquement aux directions commerciales. Donc globalement, on répond à divers enjeux, je peux en citer, comme par exemple comment diffuser des process, des méthodes, des pratiques commerciales afin de rendre cette force de vente la plus homogène. On va avoir comment sélectionner les meilleurs outils, donc du début jusqu'à la fin du funnel, c'est-à-dire sur des plateformes dites SEP, donc des plateformes de prospection, en passant par le CRM jusqu'aux technologies de CPQ, qui permettent de faire du devis automatisé. Et puis enfin, le support, ça veut dire quoi? Ça veut dire un monitoring de la performance commerciale. Donc, comme dans l'IT, on va superviser les outils et puis en déduire des grandes tendances en termes de prévision de pipeline, de qualité de pipeline, de qualité de la donnée et de forecasting. Voilà. Super, merci. Est-ce que tout ce que tu viens de nous décrire, ça correspond aussi au métier de Sales Ops dont on entend de plus en plus parler? Tout à fait. On est en fait ce qu'on appelle un Sales Ops Center. Donc, on est un centre de service de Sales Ops dans lequel on va retrouver diverses compétences, des compétences technologiques, techniques et aussi des compétences autour des méthodes, enfin des process, des méthodes sales. Donc, on accompagne en fait nos clients sur leur machine de vente, comment on crée une machine de vente, comment on la supervise, comment on la maintient, mais aussi sur des pratiques commerciales. Voilà. Ok, top, parce que c'est un terme qu'on voit de plus en plus passer et qui n'est pas très clair pour tout le monde, ce qu'est le métier de Sales Ops, à la frontière du marketing, du CRM, de la vente. Est-ce que tu peux nous dire… Souvent, on fait une analogie, c'est que dans l'industrie, il y a des opérations. Et ben maintenant, dans la vente, il y a des opérations aujourd'hui. On est le bras armé du directeur commercial. On va être là pour analyser la donnée, lui transmettre les orientations qu'il doit prendre. Bien évidemment, le pilote dans l'avion, c'est lui. Et lui seul qui pourra dire s'il prend ses orientations ou pas. Mais en tout cas, on est là pour lui mâcher le travail. Et j'aime faire une comparaison. C'est que si je compare, il y a, j'en sais rien, les 10 dernières années, où la réunion du lundi matin avec un directeur commercial, le directeur commercial arrivait en disant vous n'êtes pas objectif, les gars, je vous tape dessus, il faut absolument que vous prospectiez plus. Et le commercial ne comprend pas parce qu'il est déjà à 200 ou 300 coups de téléphone en l'espace de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DIRCO n'a pas la visibilité sur les activités et n'est pas capable de les analyser. Maintenant, c'est chose faite. Il y a énormément de technologies, d'outils digitaux innovants qui permettent de corriger le tir. Merci, c'est très clair, Harry. Alors, Harry, moi, j'ai une première question, puisque toi, tu es aux premières lignes avec les entreprises, particulièrement dans le monde du B2B. Quel constat est-ce que tu peux faire aujourd'hui sur l'état de l'art, le niveau actuel, sur ces sujets d'organisation, de méthode, d'outillage des entreprises, alors à la fois des grands comptes, mais aussi des PME, TPE, start-up, que l'on fréquente beaucoup chez Eurydice? Alors,
Chez Yuzucorp, en fait, on accompagne exclusivement des sociétés de services, donc type ESN, type éditeur, type société aussi de SaaS. Et donc, nos constats, enfin ceux que je vais te donner, ne couvrent pas l'intégralité du tissu des entreprises, uniquement ceux qu'on accompagne. Dedans, effectivement, il y a des startups, c'est-à-dire avec peu de personnes, des startups qui sont en seed, en série A, en série B, et des entreprises qui existent entre 5, voire pour certaines 20 ans. Donc, en fait, on distingue deux types de direction commerciale. Ceux qui sont organisés par découpage des tâches, donc là, je ne vais rien apprendre. Vous allez retrouver les acronymes comme SDR, BDR, donc pour ceux qui gèrent les rendez-vous, pour ceux qui gèrent la prospection. Vous allez retrouver des acronymes comme AE, AM pour ceux qui vont gérer les rendez-vous, ils vont l'amener jusqu'au closing. Et puis après, vous avez toute la partie CSM pour ceux qui s'occupent de l'onboarding et de l'upsell. Et puis, vous avez d'autres organisations plus traditionnelles que vous connaissez, vous avez l'habitude de croiser, qui sont ni plus ni moins que des entreprises avec des commerciaux qui font tout le cycle de vente. En fait, ces deux organisations ont des enjeux qui sont assez communs. Et des enjeux propres à elles. Donc, pour les enjeux communs, c'est assez simple. Je pense que ça va vous faire rigoler. C'est le recrutement. Là, pour l'instant, je pense que ce n'est pas un secret. Le deuxième, c'est l'onboarding des commerciaux. Comment je vais pouvoir onboarder le commercial pour qu'il puisse vendre le plus rapidement possible et surtout qu'il ne me lâche pas au bout de 10 mois, sachant que dans le milieu du SaaS, ou en tout cas dans le milieu des entreprises de services, avec des cycles de vente qui vont être des cycles de vente un peu complexes, etc., on voit que le commercial, pour qu'il fasse sa première affaire, il faut à peu près 6 mois. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est comment je raccourcis ce temps nécessaire à la première vente et c'est surtout, il ne faut pas qu'il me lâche après. La standardisation des process et des pratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est plus votre force de vente est homogène, plus une direction commerciale est performante. Plus elle est hétérogène, moins elle l'est. Et ça, il faut absolument arriver à standardiser les process, les pratiques, les méthodes et qu'elles soient infusées partout dans l'entreprise, ou en tout cas dans la force de vente. Alors, ça arrive, c'est un petit peu le vœu pieux, j'ai envie de dire. Mais de ce que tu vois, toi, où en sont aujourd'hui les entreprises que tu as l'occasion de visiter, avec lesquelles tu échanges? Alors, ce n'est pas un piège pour les auditeurs. Bien évidemment, le talk d'aujourd'hui est sur le playbook. Et effectivement, pour arriver à contrer, ou en tout cas arriver à nourrir cet enjeu-là, répondre à cet enjeu-là, le playbook est un excellent outil. Bien évidemment, il a des limites aussi. On reviendra plus tard, j'imagine, dessus. Mais en tout cas, dès lors qu'on commence à vouloir standardiser les process et les pratiques et les méthodes, à un moment donné, il faut vider son cerveau, pouvoir le formaliser quelque part pour que ça devienne une Bible. Moi, je viens du monde de l'IT. Et souvent, dans l'IT, c'est assez simple. On dit process, méthode et outils. Ce n'est pas les outils d'abord, ce n'est pas les méthodes d'abord, mais c'est déjà le process. Donc, ce que l'on voit, c'est on va avoir des sociétés qui ont commencé ce travail à standardiser les process le plus rapidement possible, petites, grosses, etc., et qui vont avoir de façon naturelle des résultats qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. Je pense par exemple à des sociétés de type ESN comme Alten, qui a sa propre école de vente où tout est standardisé comme chez Alten. Je crois que les chiffres ont été communiqués il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à les regarder. Vous allez avoir des gens comme Cégide, avec un directeur commercial qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Stéphane Damota, qui a vraiment créé tout ce process unique et le partage de bonnes pratiques. Vous allez avoir des startups plus connues comme, j'en sais rien, des Doctolib ou des Aircall, où effectivement le playbook est l'outil central parce qu'ils ont commencé à standardiser très tôt. D'accord, donc si je comprends bien, il y a déjà des entreprises qui ont mis en place ce type de process, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de déjà diffusé et quelque chose qui tend à devenir majoritaire ou pas du tout? Non. Alors, c'est pas, on ne le croise pas partout. C'est faux. En fait, c'est beaucoup venu des startups pour la simple et bonne raison qu'au début, les startups, avant leur levée de fonds, elles n'avaient pas forcément l'argent pour se payer un sales
à 100 ou 120 cas, ou en tout cas un DIRCO de cette trempe-là. Donc, pour eux, il fallait absolument standardiser la vente comme un ingénieur aurait pu standardiser son process de développement. Donc, on retrouve ça dans de nombreuses startups et c'est en train d'être infusé petit à petit dans le monde des sociétés de services et chez les éditeurs traditionnels. Ça commence à arriver. Ok, donc on est au début d'une tendance qui, comme elle est basée sur beaucoup de bon sens, devrait se diffuser de manière de plus en plus rapide. Alors, C'est pour ça, tu me permets de compléter. Je ne pense pas que ça soit une tendance. Je pense que c'est une tâche de fond, enfin, en tout cas, une lame de fond qui est en train d'arriver, qui est en train de submerger les directions commerciales. Car si on n'a pas de playbook aujourd'hui, je pense qu'on se tire une balle dans le pied pour plein d'enjeux, comme je te l'ai dit, l'onboarding, la standardisation des process, l'utilisation des outils, etc. Voilà, simplement. Toutes les sociétés n'en ont pas spécialement conscience. Je peux vous donner un exemple. Je suis un peu bavard, tu m'excuseras, Sylvain. J'ai croisé il n'y a pas très longtemps une ESN, 800 000 personnes. Globalement, ils font de la croissance à hauteur de 10 points par an. Ils n'ont pas spécialement besoin de refondre leur process de vente, etc. Néanmoins, j'ai rencontré un des DIRCO et celui-ci me dit, en fait, ce n'est pas trop le problème, c'est que c'est déjà compliqué de recruter. Et quand on recrute quelqu'un, il faut absolument que cette personne soit, on va dire, sur les rails pour signer du business le plus rapidement possible. Donc, avant, il mettait 6 mois. Est-ce que cet outil-là me permet de signer du business en 4 mois? Ok, je vois clairement l'enjeu. Alors, on parle de Sales Playbook là, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, définir ce qu'est un Sales Playbook, éventuellement ce que n'est pas un Sales Playbook et il me semble que tu as un petit exemple pour illustrer le propos, qu'on puisse toucher du doigt un petit peu la réalité de ce concept. Oui, alors je vais vous montrer après ce qu'est un Sales Playbook. Je vais vous en montrer en mode démo, puisque nos clients sont leurs propriétés, donc je ne peux pas vous les montrer. En l'occurrence, je vous montrerai le nôtre chez Yuzu qui est en train d'être refondu pour la 3e fois. Donc voilà. Alors, un playbook, c'est un support qui contient toutes les informations nécessaires pour vendre. C'est assez simple comme définition. Pourquoi un Sales Playbook? C'est pour formaliser l'ensemble des process de vente. On en a parlé longuement juste avant. Diffuser les bonnes méthodes et pratiques. Et puis accélérer l'onboarding des nouveaux arrivants. L'objectif, surtout, c'est de rendre la force de vente la plus homogène. J'en ai parlé. Parce qu'on le sait que quand une force de vente est homogène, il y a une traction en termes de commerce. Il y a une performance qui est vraiment autre. C'est raccourcir le temps nécessaire à la première vente. On en a parlé. Il est sûr que quand j'embauche quelqu'un où je me dis, bah voilà, je vais l'onboarder, il va falloir 6 mois pour qu'il crache ses premiers euros. C'est sûr que s'il pouvait les cracher au bout de 3 mois ou 4 mois, ça arrangerait tout le monde. Et puis, il y a un autre truc, c'est que je pense que pour certains de nos auditeurs, l'ont tous vécu comme ça. Quand on arrive dans une entreprise, comment ça se passe? C'est alors, le lundi matin, Harry, tu viens dans mon bureau, donc je t'explique. Alors, la société, voilà ce que c'est. Voilà toutes les offres. Voilà à quoi ça correspond. Donc, je t'ai pris rendez-vous pour mardi avec un tel, mercredi avec un tel, etc. Bref, au bout de la première semaine, je pense que les gens ont retenu que 20% de l'information. Donc, de façon mécanique, la personne va revoir son manager pour lui reposer comment les mêmes questions, ou en tout cas les réponses qu'il a pu lui apporter la première journée, et qu'à un moment donné, l'objectif du Sales Playbook, c'est aussi de libérer du temps au manager. Voilà. Est-ce que déjà j'ai répondu à ta question? Oui, non, très clair. Maintenant, je crois qu'effectivement, plutôt que de lister tous les éléments, si tu peux nous montrer à quoi ça ressemble pour qu'on comprenne vraiment la nature exacte de ce document, puisque c'est avant tout un document. Tout à fait. Alors, juste pour en préambule, un playbook, comme c'est un support, vous pouvez l'avoir sur plein de supports. Moi, je vais vous montrer un support qui est Notion. Retenez pas le nom de la techno, ce n'est pas très important. Il peut y avoir du SharePoint, il peut y avoir
je sais pas moi, du Word, par exemple. Et d'ailleurs, un de mes associés, qui est Quentin Préchou, qui a monté toute la partie BDR, donc prospection chez 360 Learning, il l'a monté en mode Word, enfin PowerPoint, pour que les commerciaux les aient sur leur bureau et que ça soit comme un livre de chevet. Donc, même la start-up la plus moderne du monde, qui a levé 200 bars, et à un moment donné, il y a des choses aussi très basiques qui sont bien. Si je l'ai à côté de moi, j'ai plus qu'à feuilleter et au moins j'ai tout de suite la réponse. Bon, comme je sais que tu aimes bien un petit peu strass et paillettes, mon cher Sylvain, j'ai préféré te le mettre sur Notion. Donc, je vais partager mon écran. C'était plus facile que de le diffuser à l'ensemble des participants. C'est ça aussi. Alors, tac. Tu as les droits pour partager. N'hésitez pas dans l'intervalle si vous avez des questions à préparer et ainsi de suite pour ensuite poser à Harry. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Voilà. Donc, un Sales Playbook, ça comporte plusieurs chapitres. Je reviendrai tout à l'heure sur les chapitres parce que on n'est pas à notre premier Playbook. Je crois qu'on en a maintenant une vingtaine de constitués. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans un Playbook, il y a des thématiques et toutes les thématiques ne sont pas nécessaires à l'ensemble des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Et je reviendrai tout à l'heure, si ça t'intéresse, Sylvain, sur nous, on a constitué des niveaux de maturité des entreprises que l'on voit. Et en fonction de ces maturités-là, il y a des thématiques qui ne servent strictement à rien à voir. D'accord. Voilà. La première thématique, c'est effectivement, pour quelqu'un, c'est bien de comprendre où est-ce qu'elle atterrit, c'est quoi l'organisation. Donc, nous, typiquement, pourquoi Yuzu Corp? Pourquoi ce nom de la société? C'est quoi la symbolique derrière Yuzu Corp? Qui se cache derrière Yuzu Corp? Donc, par exemple, vous allez avoir Benoît, vous allez avoir Quentin et puis moi-même. Vous allez avoir la présentation de l'organisation, donc l'organigramme de… Attends, parce que là, tu es passé vite sur un truc qui captive tout le monde. Pourquoi vous vous appelez Yuzu? Ah, pourquoi on s'appelle Yuzu? Parce que Yuzu, en fait, c'est un agrume hybride et ce que l'on fait, globalement, on est hybride parce qu'on pourrait penser qu'on est une ESN, sauf qu'on est une ESN dédiée à la vente. On est vraiment un Sales Ops Center. Donc, un Sales Ops Center, c'est quoi? C'est le monde de la tech et le monde de la vente. Deux environnements qui se détestent, Sylvain, rappelle-toi. Donc, à un moment donné, c'est comment on arrive à conjuguer ça pour en faire quelque chose où vous allez retirer le fruit de ce travail. Voilà pourquoi Yuzu Corp. Merci. Donc, qui se cache derrière Yuzu Corp? Il y a Benoît, il y a Quentin. Quentin, je vous l'ai présenté très rapidement tout à l'heure. Benoît est quelqu'un qui est assez connu dans le monde des ESN puisque c'est le premier à avoir intégré la mobilité en France. Voilà une société qui s'appelle IBM qui a été rachetée par ITS Group. Si Benoît nous regarde, j'aime à dire que c'est mon cheveu gris parce qu'il nous permet, avec son expérience, de moins faire de conneries quand on monte une boîte. Donc, je le salue au passage. Ici, vous allez avoir l'organigramme. Donc, vous avez les Sales Ops Tech chez nous, vous avez les Sales Ops Enabler, et puis vous avez la Sales Team. OK? Donc voilà, là, ici, il y a des pages qui manquent pour la simple et bonne raison que nous venons de recruter. Nous avons 10 à la fin du mois d'août. Donc, nous allons avoir de nouvelles personnes et on n'a pas encore eu les photos. Voilà. On a les partenaires technologiques. Donc, typiquement, on travaille beaucoup avec HubSpot. On est les numéros 1 en Europe sur des technologies comme Salesloft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Salesloft, ce sont ce qu'on appelle des SEP pour Sales Engagement Platform. C'est, excusez-moi pour les acronymes et pour l'anglicisme, c'est ni plus ni moins que des plateformes de prospection qui permettent de faire de la prospection multicanal. Aircall, on travaille aussi avec Nomination. Donc voilà, vous avez aussi nos bureaux où nous sommes implantés. Et puis enfin, la partie pitch, qui soit long, comme j'ai pu vous le faire tout à l'heure, ou qui soit court lors d'une conversation, peu importe dans le lieu. Qu'est-ce que vous avez retrouvé d'autre dans le playbook? Vous avez retrouvé nos offres. Donc là, on a décrit nos offres. 3 offres. Resolve, Build, Monitor, je vous les ai cités tout à l'heure, qui sont les enjeux auxquels on répond. Si je prends Resolve, donc ce sont souvent des audits. Ici, on répond à 3 questions qui sont très simples.
Est-ce que mon organisation est adaptée par rapport aux objectifs que je veux atteindre? Est-ce que mes commerciaux sont au bon niveau? Et est-ce que je possède les bons outils? Et ici, vous allez avoir, alors là, c'est le temps que ça s'affiche, je suis désolé, c'est la présentation de l'offre. Je vais essayer de la réactualiser. Bon, ça tourne, c'est le temps que ça arrive. Ici, vous allez avoir donc les 3 types d'audits. Voilà. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, on a intégré directement l'offre. Donc, la personne n'a plus qu'à balayer et à lire l'offre qui est ça, une présentation commerciale. Bien évidemment, après, on va dans le détail. C'est quoi l'audit commercial? On explique pourquoi, le temps de réalisation, le budget de prestation, où est-ce qu'on intervient dans le funnel de vente, par exemple, les étapes qu'on va couvrir dans un audit commercial. Et pour ça, on a fait ça pour chaque offre. OK? Tu me dis, hein, Sylvain, si tu veux zoomer sur quelque chose. Non, pour l'instant, c'est extrêmement clair. Le ciblage, là, c'est très cher à mon associé Quentin, mais ô combien il a raison, qui est de quel type de société je vais attaquer et quels sont les interlocuteurs clés que je vais cibler. C'est ce qu'on appelle les ICP, les Buyer Persona. ICP pour Ideal Customer Profile. Attention, c'est un faux ami. C'est vraiment l'entreprise idéale. Et puis, le Buyer Persona, c'est celui qui va acheter ma prestation. Donc, le ciblage, vous allez avoir dans les ICP, comme je vous le disais, les éditeurs de logiciels, les entreprises de services. Dans les éditeurs de logiciels, vous avez le monde des startups et on va dire le monde legacy traditionnel des éditeurs de logiciels. Si je vais dans le monde des startups, on a les startups que nous attaquons qui sont en seed et en série A et ceux qui sont en série B. Et on a fait la distinction parce que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux et ce n'est pas du tout la même chose qu'on va vendre pour les deux. Et ça, je voudrais commencer, si vous voulez, à enlever une croyance, c'est qu'un playbook, ça vit. Pour qu'on en arrive là, il a fallu à un moment donné qu'on regarde les résultats qu'on a eus. Et il y a des gens qui n'ont pas de CRM ou qui ont des CRM qui sont très mal remplis. Et le juge de paix pour ça, c'est la finance. Donc, si à un moment donné, vous voulez savoir qui vous attaquez de façon hyper précise, vous allez voir votre DAF, vous reprenez comment votre facturation, vous commencez à les matcher avec des codes NAF et vous allez commencer à avoir, en tout cas, des ICP qui vont se dessiner. Et c'est hyper important ce que je vous dis parce que quand je vous montre ça, les gens vont me dire ah, mais attends, c'est super, son CRM il est certainement bien rempli, etc. Et effectivement, il y a des gens, donc pour les ICP, il y a 3 choses. Il y a soit des gens comme nous qui commençons à avoir de la donnée et qui sont capables de dessiner les ICP. Il y a des gens qui n'en ont pas assez et donc qui font des hypothèses. Et ça, il faut commencer à un moment donné à faire des hypothèses. Et puis les matcher après en fin d'année pour se dire tiens, tout compte fait, est-ce que c'est les bonnes hypothèses qu'on avait prises ou pas? Et dans ce cas-là, il faut tuner son playbook. Ou sinon, aller derrière la finance pour bien designer ses ICP. Donc, je vais revenir 2 secondes là-dessus parce que je crois que c'est un vrai super tip, ça, Harry. On entend souvent, effectivement, on a souvent des retours de commerciaux qui se plaignent de ne pas avoir la data, on ne sait pas chez qui on vend le plus, chez qui on vend le mieux. Et effectivement, tu viens de le rappeler, la data est forcément dans nos outils de facturation, puisqu'on sait qui on facture. Et donc, on peut en tirer effectivement, avec un peu d'analyse, les top codes NAF. Donc, les codes NAF, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui décrit l'activité de l'entreprise. Ça permet de les catégoriser. Ce sont des catégories INSEE et qui vous permettent derrière d'aller chercher une activité de prospection qui a beaucoup de sens, c'est de trouver les comptes miroirs de nos plus belles success stories ou de là où on performe le mieux. Et vous avez plein de choses sur le marché. Vous avez des technos comme Drop Contact, où vous pouvez mettre votre fichier Excel dedans avec le nom des sociétés, le site web simplement, et Drop Contact va vous trouver les codes NAF des sociétés ainsi que les adresses. Les adresses, à la rigueur, on s'en fout, mais c'est surtout comment les codes NAF. Et puis, vous avez d'autres boîtes, comme par exemple, je pense à une boîte angevine qui s'appelle Cross Data, qui, eux, font exactement ce boulot-là, c'est-à-dire de prendre la data de la finance, de la matcher avec des codes NAF et être capable de vous dire tiens, Sylvain, dans ta société, tu as attaqué des boîtes en Île-de-France. Sur ce type de boîte-là, voilà ce que tu as vendu. Et à côté de l'Île-de-France, pas très loin, à 50 km, tu as toutes ces boîtes-là que tu peux aller attaquer pour vendre la même offre. Voilà.
Donc, il existe plein de solutions sur le marché. Quand je fais le détail d'un ICP, je ne m'arrête pas à dire ils sont 500, ils sont 200, voilà l'adresse, voilà leur métier. Non, non, on va un petit peu plus profondément. C'est quoi le métier? C'est quoi les levées de fonds? Entre combien et combien? Le siège, par exemple, nous, dans notre cycle de vente, si on attaque une société dont le siège n'est pas en France, c'est-à-dire que le centre de décision ne sera pas en France, trop painful pour nous, c'est trop compliqué, c'est trop long, on va rallonger le cycle de vente et ce n'est pas bon pour nous. Donc, on n'y va pas. Mais dis-moi, Harry, ce qu'on est en train de voir, ça ressemble presque à des éléments qui vont concerner le marketing. Est-ce que ça, concrètement, pour le sales, ça va donner des indications claires de ce qu'il va devoir faire? Alors après, je ne veux pas aller trop loin, parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures, mais tu as… Harry, on est en train de te perdre un petit peu. Voilà, avec le son qui descend en plus là, petit à petit. Vous m'entendez? Là, on ne t'entend plus, Harry. Là. Ah, ça y est, tu es revenu. C'est bon, je suis revenu. Désolé, je suis en partage de connexion, donc ce n'est pas le plus confort. J'en étais à… Oui, ta question est bonne. Après, comme je ne veux pas non plus… on pourrait en parler pendant des heures. Globalement, en ce moment, on accompagne une société qui est dans le trading d'énergie. Et cette société-là, à un moment donné, dans le funnel de vente, pour ceux qui le visualisent, donc si je fais très simplement base de données, prospect, opportunité, closing, et souvent ce qu'on ne voit pas, c'est le funnel miroir, qui est de dire onboarding du client, information et renew. Et dans cette partie information où je dois toujours capter, donc c'est là où on peut faire de l'upsell, etc., enfin peu importe, il faut qu'à un moment donné, je puisse alimenter le marketing pour qu'il puisse pusher de l'information auprès de mes clients. Et ça, c'est important. Et effectivement, quand on a un playbook, ça permet aussi, et souvent on le constitue avec des gens du marketing aussi, pas que sales, notamment sur tout ce que tu viens de dire, Sylvain, à savoir les ICP, les buyer persona. Quand vous constituez ce chapitre-là, il faut toujours avoir le responsable du marketing. OK. Donc, dedans, vous allez trouver, par exemple, l'organisation commerciale type, les niveaux de maturité commerciale, le niveau de maturité digitale, les technologies utilisées, les technologies répandues, les problématiques, problématiques type identifiées, les interlocuteurs type favorisés, les mots-clés souvent utilisés. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Petite question pratique, Harry. Oui. Est-ce que dans le remplissage, il y a une codification particulière? Parce qu'on sait souvent que dans ce type de contenu, et ainsi de suite, si chacun se met un peu à remplir, enfin en tout cas tel qu'il est fait au départ, est-ce qu'il y a aussi une uniformisation de l'information? Là, par exemple, sur un client, les entreprises cibles, de votre côté? Est-ce que le template est important? C'est-à-dire… Oui, pour vous, en tout cas, dans la manière aussi, parce que peut-être qu'après, ce sera dupliqué ailleurs, dans un autre… On a toujours les mêmes templates, en fait. D'accord. On fait toujours les mêmes templates parce que le but est d'industrialiser. Et question là qui me vient sur la question d'Erwan, est-ce que parfois vous faites des sales playbooks collaboratifs où tout le monde peut alimenter, ou il vaut mieux que ce soit centralisé, surveillé Alors, alimenter. Alors, tout ça, c'est des bonnes questions. On peut en parler effectivement pendant des heures. En fait, dans les bonnes pratiques, il faut constituer le playbook pas tout seul de son côté en tant que DIRCO ou en tant que CEO. Il faut absolument intégrer des équipes. Ça, c'est la première chose. C'est parce que si on veut qu'à un moment donné, ils puissent l'adopter, il faut qu'il y ait des membres qui soient des membres relais pour que le playbook puisse prendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce playbook-là, il a une durée de vie en fonction de votre taille d'entreprise, en fonction de si vous rachetez des sociétés, etc. Vous allez donc rajouter de l'information, vous allez devoir refondre des informations. Ça, il faut qu'il y ait un honneur. Alors, ça peut être dans des boîtes traditionnelles, le DIRCO. Peut y avoir dans des startups ce qu'on appelle des sales enablers, donc des gens qui vont s'occuper justement de reléguer les bonnes informations, les bonnes pratiques, les bonnes formations à l'intérieur d'une entreprise. Et en fait, ce qui est important, c'est que les gens puissent laisser des commentaires.
Par contre, si tu dis à tout le monde, tu sais comment c'est, hein, si tu dis à tout le monde, tout le monde peut utiliser, un peu comme pour ceux qui ont connu alors c'est pas les, je me rappelle plus du nom, c'est pas les Blue Cars, c'est comment ce qui est en libre service là, dans Paris. Autolib. Les Autolib. Si tout le monde peut utiliser les Autolib, je ne t'explique pas ce que tu vas retrouver à la fin comme Autolib. Donc voilà, là, c'est un peu la même chose. Il y a un moment donné, il faut pouvoir laisser des zones de commentaires. Donc, par exemple, dans un SharePoint, ça se fait très, très bien. Les gens peuvent laisser des commentaires. Et puis, le Sales Enabler ou le DIRCO, tous les mois, il reprend les commentaires, il regarde, etc. Voilà. OK. Alors, comme je vois que le temps avance, là, je me pose une question, Harry. Je vois bien, là, le début, j'arrive dans une entreprise, on me fournit mon Sales Playbook et ça m'aide vachement à comprendre ce qu'on fait, notre histoire, notre ADN, notre why, les cibles. Mais concrètement, quand je vais devoir actionner sur la vente, sur la prospection, qu'est-ce que je vais aller chercher comme élément vraiment utile pour un sales dans un playbook? Alors, la première chose, je suis dessus, c'est le ciblage. Après, j'ai un invité avec moi que je voudrais vous présenter, puisque comme c'est Eurydice qui est aux manettes de ce Sales Talk, j'ai Hugo, qui est un étudiant Eurydice, qui est dans nos équipes, qui pourra aussi vous en parler, comme ça, vous pourrez l'interroger. Qu'est-ce qui intéresse en fait le commercial? D'une, c'est la cible. C'est ce que je viens de te faire voir. L'offre. Ça, c'est qu'est-ce que je vends, à qui je le vends et quels sont les interlocuteurs que je vais aller chercher. On est passé très vite. Je pourrais vous montrer les buyers persona. Par exemple, les buyers persona, donc nos interlocuteurs, on va chercher très, très loin ce qui leur fait mal, leur pain point, etc. Voilà. Et ça, c'est très important. La deuxième chose sont les étapes de vente. Par quoi je vais passer? D'accord? Et ici, on explique ce que c'est qu'un funnel de vente. On explique la mécanique d'un funnel de vente. Voilà. Et après, on explique notre funnel de vente. Voilà, rendez-vous découvert, proposition, négociation, devis envoyé, etc. Le miroir dans un CRM. Voilà. Vous pouvez regarder, c'est les mêmes thématiques. Et les méthodologies de qualification d'affaires. Je te jure, je ne l'ai pas fait pour toi, Sylvain. Mais j'apprécie énormément quand même. Je te jure, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Et le management Attends, Harry, pipeline, on va faire une capture d'écran là. et pour le management pipeline, je vous en parlerai plus tard. Après, il y a effectivement, tu l'as cité, l'acquise. Donc, au tout début, c'est ce qu'on appelle, nous, le lead to opportunité. Comment je prends un lead et je la mets dans une opportunité. Et là, c'est très professoral dans le sens où, au début, il faut des rituels. Donc, on explique, hein, quand vous tapez un C-level, si vous n'êtes pas du matin et que vous ne voulez pas comment prospecter à partir de 9h moins le quart, changez de métier. Voilà. N'en déplaise à des gens qui disent « Ah, maintenant, le sales, c'est comme on veut, machin, etc. Entreprise libre. » Non, non, non. Le sales, les C-level, c'est 8h30, 9h05 au pire, et c'est terminé. Et petit tips que nous, on a pu prendre, les C-level, donc si vous voulez embêter Erwan, c'est les vendredis après-midi à partir de 16h. Okay, tout le monde se barre en week-end et le DG est forcément disponible pour vous parler. Donc voilà. Et forcément, le soir, quand la personne est dans sa voiture, c'est toujours un bon créneau. Après, les gens ne savent pas toujours bien s'organiser. Et c'est pour ça que là, on a mis un agenda type. On lui explique. Le lundi matin, il y a la réunion commerciale, il y a la revue des leads d'opportunités, il y a ton organisation de la prospection pour la semaine. Voilà. Les matins, il faut que tu prospectes. Il y a des rendez-vous. Voilà. Si tu as des rendez-vous à faire, vaut mieux que tu les mettes sur ces créneaux-là. Il y a des roleplays. Parce que, par exemple, Hugo, les roleplays, on en fait souvent. Tiens, je vais jouer maintenant le client. Parce qu'un pitch commercial, à un moment donné, on ne peut pas le pérenniser sur 6 mois ou 1 an. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, il va tomber. C'est-à-dire qu'il faut revoir le pitch commercial parce qu'à un moment donné, on va tous avoir les mêmes techniques pour entrer en contact avec quelqu'un. Donc, il faut pouvoir le faire. Donc, le directeur commercial ou le manager commercial est là pour entraîner ses équipes. La recherche d'informations, comment on écrit un script commercial et le script. Et en fonction de mon script et de mon buyer persona, j'ai un script par buyer persona. Et en fonction de son script-là,
Donc là, hein, j'ai le traitement des objections. Voilà. Ok, donc là, on est vraiment dans de l'ultra opérationnel. Je suis arrivé depuis une semaine, 15 jours. J'ai une liste de comptes ou en tout cas une base de données avec des contacts et je sais instantanément, en fonction du contact, quel est le script cible en tout cas que je peux dérouler. Oui. Le script, en tout cas, les scripts qui ont bien fonctionné. Alors après, nous, on est très outillés parce que c'est notre métier. Et comme on est, alors là, pour le coup, pas du tout les cordonniers plus mal chaussés, ce qu'on vend à nos clients, on l'a comment chez nous, je pourrais vous le montrer. Nous, on utilise des technos comme SalesLoft, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là, on va enregistrer les calls, où le manager va pouvoir débriefer en disant, là, le pitch, tu l'as lu, tu as eu accès au playbook, mais visiblement, tu n'as pas imprimé parce que ça n'a pas été bon, ça n'a pas été comment retranscrit. Le traitement de l'objection de envoyez-moi une plaquette. Oui, monsieur, bah, écoutez, très bien, ouais, j'ai votre adresse mail, je vais vous l'envoyer. Bah non, en fait, moi, je ne t'ai pas dit ça dans cette objection-là. Voilà, ce n'est pas comme ça que tu dois la traiter. Mais donc, le but, c'est de faire une armée de clones qui vont dire la même chose à tous les prospects. C'est très bon, Sylvain, ce que tu viens de dire. Et effectivement, ce que tu viens de dire, est vrai. C'est qu'à un moment donné, à vouloir trop industrialiser les choses, on enlève la créativité du commercial. N'en déplaise à certaines personnes, on voit qu'à un moment donné, dans certaines startups, pas dans toutes, dans certaines, le niveau du BDR et du SDR s'appauvrit de plus en plus et de plus en plus vite. Parce que la personne n'a plus de créativité, n'est plus capable de traiter avec sa tête, mais simplement en lisant quelque chose. Attention, on n'est pas du tout… C'est le centre d'appel avec le casque sur la tête et on déroule alors, le truc. on n'est pas dans un call center non plus, c'est pas ça, mais il y a un moment donné à trop standardiser les choses et ne pas prendre la personne en lui disant « mais tu sais, la première chose que tu dois faire avant de téléphoner, c'est t'expliquer comment on crée une base de données. » Parce que tu vas voir, le scrapping, ce n'est pas simple. Parce que tu vas voir, quand tu fais une recherche sur Sales Navigator, la première page, bah, tu as tout ce que tu veux. La deuxième page, ça correspond un petit peu moins. Puis la troisième page, ce n'est plus du tout les buyer persona que tu as eu. Et ça, en fait, c'est un petit peu de la gymnastique intellectuelle que l'on va faire sur différentes tâches. Et effectivement, il y a des entreprises qui sont tellement industrialisées. C'est souvent le miroir que je donne, c'est prenez en fait le dernier kilomètre de logistique, les derniers mètres de logistique. On dit à un mec, tu t'assois sur un vélo, tu prends l'appli, tu ne poses pas de questions, tu ne demandes pas si c'est chaud, si c'est froid, si ton truc était renversé, tu pars du point A et tu vas au point B, et c'est tout ce qu'on te demande. Et en ce moment, on a une crainte de voir un petit peu ça arriver. Et c'est pour ça qu'il y a certaines startups aux États-Unis, puisque beaucoup de choses viennent de là, pour ne pas dire la plupart, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de rétro-pédaler et en se disant on arrête le découpage des tâches et on recommence à faire du cycle intégral. Justement, par rapport à ce que tu dis, Laurent, qui est parmi nous, souhaite peut-être, et si Laurent, soit votre micro est ouvert, peut-être pouvoir poser votre question à Harry, puisque ça fait aussi lien avec ce que disaient les questions de Sylvain. Yes, avec plaisir. Bonjour à tous. Ma question, en fait, c'est est-ce que le playbook n'est pas au final juste un outil de formation et d'onboarding pour des nouveaux sales? Parce que là, j'ai du mal à voir en quoi il sera vraiment utile pour un sales avec 1 ou 2 ou 3 ans d'ancienneté, par exemple. Alors, effectivement, le playbook sert beaucoup comme pour les onboarding, sert énormément pour acculturer la personne qui arrive dans l'entreprise. Néanmoins, il y a un moment donné, Laurent, il y a certaines entreprises, nous, certains clients, qui nous disent, voilà, aujourd'hui, notre panier moyen n'est plus le même, nos cycles de vente sont plus le même, on n'est plus sur des offres complexes, il faut qu'on refonde nos process, refonde notre bonne pratique, et il y a un moment donné, il faut qu'on puisse les formaliser quelque part. Et souvent, quand les sociétés souhaitent passer d'un step à un autre, donc d'une maturité à une autre, le playbook est un bon outil. Et puis, ce qu'on ne parle pas, Laurent, c'est que le playbook, c'est bien pour les sales, mais c'est aussi bien pour les managers commerciaux. Et dedans, par exemple, si je prends des gens comme Cégide, par exemple, ils vont avoir tout ce qui va être la revue des territoires dedans.
Et ça explique aussi au commercial, et ça commence à le faire monter en termes de compétences sur c'est quoi une revue des territoires, c'est quoi un pipeline management, c'est quoi la différence entre un pipeline et un forecasting. Tout le monde dit, enfin, tout le monde connaît, tout le monde se dit connaître la différence. Je vous jure que les 3/4 des entreprises que je vois sur le marché, c'est la même chose. Ils me font une explication différente, mais c'est la même chose. Et ça, à un moment donné, ça sert aussi comment pour les managers commerciaux. Je ne sais pas si j'ai été limpide dans ma réponse, Laurent. Plutôt oui, c'est comme tu l'avais dit au début, j'ai bien compris que c'est un outil assez évolutif et il permet aussi une certaine adaptabilité dans la stratégie commerciale qu'on peut avoir. Si tu me permets, Laurent, donc par exemple, si j'ai un management des opportunités, ici, en fait, dans notre management des opportunités, donc là, on va être vraiment sur 3 dimensions. Et ça, le SDR, par exemple, si on a un découpage des tâches, le SDR, ça ne va pas du tout comment lui servir. L'AE, qui a 4 ou 5 ans d'expérience, ça va lui servir. Typiquement, j'ai des étapes de vente. Donc, il y a un moment donné, j'ai des pondérations. Ça, c'est souvent ce que disent les gens, dire ça, mon forecast, tu comprends, c'est en fonction des pondérations. Nous, on met 2 autres dimensions dedans, qui sont le statut de la vente. Est-ce que la vente, elle est probable? Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce que se signe? Et quand elle se signe, c'est là où les Anglais parlent, les Américains, de commitment. Et enfin, il y a le scoring de l'opportunité. Donc, par exemple, si je prends une méthode comme la médic, il y a un moment donné, sur le métrique, dire à l'AE ou au commercial qui a un petit peu d'expérience, dire comment tu te sens sur cette thématique-là. Tu penses que tu as l'intégralité des réponses, tu es moyen, tu es fort ou tu es faible. Et en fonction de ce qu'il va nous mettre et du détail qu'il va nous mettre, on va avoir un scoring, donc c'est-à-dire, je ne sais pas rien, moi, 50, 100%, etc. Et ça, en fait, ça va reballoter toute l'opportunité qui va conjuguer la partie pondération, la partie statut et la partie méthodologie de vente. Et ça, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans la société, s'il n'a pas ça, même avec 5 ans d'expérience, c'est compliqué. Petite question très pratique, Harry. Ce document, même si c'est un travail évolutif, la V1, vous avez mis combien de temps à la faire? Parce que c'est aussi, souvent, ça paraît un peu titanesque comme travail de départ, parce que le vôtre est très élaboré, pour se donner une idée. Alors, le premier, je vais vous parler d'une grosse société que j'ai accompagnée qui était SGS. Et chez SGS, j'avais accompagné donc, un concurrent de Bureau Veritas. Une entité, je sais pas, l'entité devait être à peu près 150 personnes, je crois. J'ai mis 2 mois temps plein. Voilà. Maintenant, chez Yuzu Corp, j'ai été un petit peu plus vite. Maintenant, l'obsolescence était plus rapide aussi, puisque quand on est en phase de croissance, forcément, les pitchs commerciaux, je crois que Hugo, on doit être à notre 15e. Donc voilà, donc ça évolue. Donc oui, il y a un gros travail, Erwan, de mise à jour énorme au début. Quel conseil tu donnerais à Harry? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment une pratique qui a du sens que de formaliser sa pratique, sa vision. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un commercial de manière isolée ou à un manager ou à un chef d'entreprise pour mettre en place un playbook, outre le fait évidemment de consulter Yuzu? Ce qui serait certes la meilleure solution dès le départ. Mais trêve de plaisanterie. En fait, tout à l'heure, en préambule, je t'ai parlé de maturité, que nous, on voit des maturités différentes. Okay. Quand je dis maturité, ça ne veut pas dire que la performance commerciale, si je prends par exemple une grosse ESN de 1000 personnes où globalement, ils sont présents sur tous les gros comptes, etc., et que leur croissance est à 10 points comme par an, on peut très bien retrouver un niveau commercial plutôt moyen, voire même passable. Et donc, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas d'argent. C'est 2 choses différentes. Donc, nous, on voit une première population de boîtes qu'on appelle les conservateurs. Ceux qui ont un peu peur du changement. Il y a des effets de baronnie. On ne veut pas se séparer des mecs qui sont là depuis 20 ans alors qu'ils ne prennent aucun process, ils n'appliquent rien du tout. Mais comme ils ramènent du pognon, il ne faut pas s'en séparer. On a les explorateurs.
Donc, ceux qui vont commencer à faire un petit peu, ils vont commencer à testouiller des choses. Donc là, ils vont commencer à prendre un outil pour faire, parce qu'ils pensent que la prospection au call, comme leurs commerciaux n'y arrivent plus, que c'est comment has-been, que les mails, c'est bon pour le marketing automation, donc ils vont acheter un outil pour faire que du LinkedIn. Bon, 6 mois après, ils en reviennent. Voilà. Après, on va voir les avertis. Donc, ceux qui commencent à avoir testé des choses, mis en place certaines pratiques et qui veulent consolider leurs expériences. Et on va avoir les érudits où là, globalement, la direction commerciale, c'est data-driven. C'est drivé par la data. Il y a énormément de jeux de données pour prendre des décisions, etc. Et donc, les thématiques que je vous ai fait voir dans le playbook, il faut pouvoir les monter crescendo. Les conservateurs, ça, pour moi, si demain ils veulent faire un playbook, c'est quoi mes offres et déjà bien à qui je parle. C'est quoi le type de société que je vise, c'est quoi le type d'interlocuteur que je vise et c'est quoi le bon pitch. Et déjà, rien que ça, ça fera déjà avancer la société. Après, les explorateurs, c'est ceux qui vont commencer à testouiller des choses. Donc là, ça va être intéressant de mettre des rubriques en plus. C'est quoi les bonnes pratiques en call? C'est quoi les bonnes pratiques en call mail? C'est quoi les bonnes pratiques de social selling? Et là, on commence à mettre des items en plus dans le playbook pour arriver aux érudits où globalement, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est revue des territoires, pipeline management, forecasting, etc., etc. Donc, si je comprends bien l'idée, c'est que d'abord analyser sa propre maturité commerciale avant de se lancer et quitte à se lancer, commencer vraiment par les fondamentaux que tu nous as évoqués tout à l'heure de type ICP, persona, pitch en fonction de chaque. Je crois que tu l'as vécu aussi. Je crois que tout le monde l'a vécu là, ce type de je sais pas comment je pourrais dire ça. Ça pourrait même devenir une expression, je pense. Je peux pas vendre parce que j'ai pas Salesforce. Je pense que vous l'avez tous vécu ça. Je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas Salesforce. Je ne peux pas venir dans cette société parce qu'il n'y a pas Salesforce. Salesforce, alors je vais te donner un secret. Salesforce ne vend pas. Ça ne sert à rien, Salesforce. D'accord? Il paraît qu'HubSpot non plus. Pareil, il n'y a pas un CRM. Voilà. En revanche, ce qui est important, c'est de juger sa maturité commerciale pour pas peut-être prendre pour pas prendre Salesforce ou HubSpot tout de suite, peut-être arriver sur des pipe drive et se focaliser sur une seule chose, la conduite du changement. Et une fois qu'on a fait cette conduite du changement, une fois que le sales comprend à quoi ça sert le CRM, en quoi ça peut l'aider, etc., c'est là où en fait on peut commencer à faire évoluer sa stack technologique. Et c'est pareil pour le playbook. D'ailleurs, je vous donne que des trucs que tout le monde a vécu. Le directeur commercial qui arrive et qui vous dit « Bon alors, Sylvain, raconte-moi ton opportunité. Tu te fous de moi ou quoi ? Tu m'as dit qu'il fallait que je rentre tout dans le CRM. Il y a tout. Tu es en mode perroquet. Tu vas me dire exactement ce qui est écrit. Et c'est là où, en fait, dans le playbook, le chapitre management des opportunités peut être intéressante. Et là, le mec va lui dire non, ce qu'il y a dans le CRM, j'ai vu. Maintenant, moi, j'ai une méthode. C'est speed selling, peu importe, médic. Et je veux que là, que tu me racontes où est-ce que tu en es sur ces métriques-là. Et comment, moi, je peux t'aider à ce que ton scoring il soit encore plus haut. Ok, très clair. D'ailleurs, en entendant ce que tu nous dis là, et par rapport à tout ce qui a été évoqué, ce qu'on a vu dans le Sales Playbook, ça ressemble quand même très fortement à ce qu'on demande à nos jeunes sur notamment le bloc 2, détection des opportunités d'affaires. On leur demande un document dans lequel ils nous parlent d'ICP, de persona, des outils, des séquences, des pitchs en fonction de ce qu'ils veulent faire. Je crois qu'on peut se dire qu'un bon conseil aussi peut-être pour tous nos alternants, c'est d'aller présenter ces productions en interne parce que ça peut être une première impulsion pour pouvoir générer des véritables sales playbooks dans leurs entreprises. Oui, tout à fait. Peut-être que Hugo, lui, veut peut-être vous partager son expérience avec le playbook. Bonjour à tous. Alors moi, concernant le playbook, déjà, il faut mettre en place que je n'avais pas d'expérience dans le commerce B2B avant. Donc déjà, pour ce qui était de la maturité commerciale, elle était quasiment nulle. Et la maturité digitale, je connaissais un peu les noms des CRM, mais je n'en avais jamais utilisé. Donc là aussi, elle était assez faible. Donc le playbook, moi, il m'a permis de déjà comprendre mon écosystème. Donc dans la partie ICP qu'on a vue,
parce que les ESN, moi, c'était assez flou. Donc, comprendre leur langage, parce qu'on avait un glossaire aussi qui utilisait, qui reprenait tous les mots-clés que nos interlocuteurs utilisaient avec les définitions pour vraiment comprendre où j'allais évoluer et dans quel système. Après, sur l'utilisation des outils, il y a une partie qui est l'usage de nos outils, notamment pour créer les bases de données prospects avec LinkedIn, Sales Navigator, Phantom Buster, etc. Là, moi aussi, je ne savais pas comment faire. Donc, grâce au Playbook, j'ai été formé sur des capsules vidéo et dans le temps, quand j'avais des hésitations, je retournais dessus pour voir ce que j'avais oublié, comment bien créer une base de données, avec quelle thématique apprendre, les numéros de téléphone, enfin, toutes ces thématiques-là. Après aussi, pour le pitch, comme Harry l'a dit avant, je prenais un peu de liberté aussi pour écrire mes mails. Bien sûr, je les présentais à Harry pour voir s'il validait ou non. Sur les pitchs téléphoniques, pareil. Et vu qu'il y avait une méthodologie précise à avoir, je retournais là-dessus quand je décidais de réécrire mes mails, etc. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait gagner du temps dans ton intégration chez Yuzu? Oui, parce que déjà, ce que Yuzu propose, c'est des solutions assez complexes. Donc, d'avoir ça vraiment formalisé de manière très détaillée, je pense que oui, ça m'a vraiment bien aidé. D'accord. Et puis, de ce que j'entends aussi, finalement, Harry, ça te permet aussi à toi, en tant que manager, de gagner beaucoup de temps, notamment pour l'intégration à la fois des alternants et puis des sales juniors, quoi. Indéniablement. Non, mais en plus de ça, c'est pas de la flagornerie ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça sert le manager. Il gagne du temps. Il gagne du temps. D'accord. Donc, oui, chers amis, puisqu'on évoque le temps, je fais attention, puisqu'en plus, on manage Harry qui a un rendez-vous précieux à 14 heures. Donc, il nous reste 1 à 2 minutes. Si jamais, d'ailleurs, il reste une dernière question au cas où, et je te recède la parole, Sylvain. Avec plaisir. Si quelqu'un veut des approfondissements sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Déjà, est-ce qu'il y a parmi nous là des gens qui ont déjà été dans une entreprise où il y avait un sales playbook qui était concrètement utilisé? Et le temps que nos amis répondent, s'il y a des expériences. Harry, juste pour terminer, tu évoquais notamment la question de l'outil au début en disant que finalement, ce n'est pas très grave, il peut y avoir pas mal de supports. Est-ce qu'il y a quand même des supports que comment dire ça, que tu vas valoriser ou que tu vas conseiller en particulier? Oui, bien Si je sûr. caricature, ça peut être quasiment des PowerPoint ou c'est Oui, bien sûr, ça peut être, ça peut être du PowerPoint sans souci. En fait, si on veut vraiment bien faire les choses, mais après, c'est tout ça, c'est du temps. C'est de le mettre dans un endroit qui est accessible pour tout le monde et n'importe quand. Donc, effectivement, quand l'entreprise a du Office 365, de façon naturelle, on va vers du SharePoint. On fait le playbook en site SharePoint et ça marche très, très bien. Pour les startups, il y a beaucoup de Notion, qui est la même chose globalement, okay, qui, sur le côté design, peut être un peu plus sympa. Mais alors, s'ils pouvaient le doubler, je dis bien le doubler, d'une version Word très opérationnelle à mettre sur, que ça soit dans le kit d'onboarding de vos commerciaux, faites-le. Voilà. Parce qu'on ne se rend pas compte, bien qu'on vit dans un monde digital, des technos, des SaaS, tout le monde en a des dizaines par boîte. Je pense qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. N'en peuvent plus d'avoir je ne sais combien d'onglets ouverts pour bosser. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi revenir sur des choses plus, pas basiques, mais on va dire plus simples. À l'heure du digital, recevoir une carte postale fait encore plaisir. Donc, à l'heure du digital, pouvoir imprimer les documents ou les afficher. Erwan, je pourrais t'en parler. Je ne vais pas faire de la promo parce que voilà, mais dans les techniques de prospection qui marchent très très bien pour les C-level, il y a une société qui s'appelle Manuscrit et qui permet d'envoyer en fait des cartes comme si c'était des cartes de vœux qui servent pour les commerciaux à la prospection. Manuscrit, voilà. Allez voir, c'est très sympa. Et là, au moins, vous êtes sûr de toucher la personne. Super. En tout cas, un grand merci, Harry, parce que vraiment, c'était passionnant d'avoir ces éléments-là. Et puis, grand merci, Sylvain, puisque l'initiative lui en revient. Et puis, voilà, c'était notre premier talk qui avait eu
le talk show spécial élection politique. Et là, on attaquait notre Sales Talk de l'année. Merci Harry d'avoir été presque le parrain du coup de ce premier. Et puis, on se retrouvera d'ailleurs jeudi prochain pour un spécial aussi Sales Talk avec une question sur la communauté des sales, en partenariat avec le Sales Business Club. Je crois que Makram Torkani et notre ami Eddy Slimani étaient dans l'assistance et on parlera justement de la dimension, on va dire, un peu communautaire, ou en tout cas de l'intérêt de travailler de manière… D'habitude, on présente souvent le travail commercial comme un sport individuel. Eh bien, en fait, c'est aussi un sport éminemment collectif. Grand merci à tous, bonne fin de journée et merci encore.